Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. 4 ans de transition. Que retenir? C'était le 18 août 2020 que les militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir au Mali. La première transition, en tout cas pour ces dernières années, a donc commencé. Un coup d'État qui sera suivi d'un autre le 24 mai 2021 qui permettra au colonel Assimi Goïta, qui pour le premier coup d'État était vice-président, de renverser maintenant le président Bandao, président de la transition, et de prendre sa place, donc de devenir maintenant le président de la transition. Alors, le premier coup d'État, c'est de ça que nous parlons. 4 ans après, que retenir de ce parcours que fait le Mali dans la lutte contre le terrorisme? On sait que les raisons qui ont poussé les militaires à renverser d'abord Ibeka étaient nombreuses, parmi lesquelles des raisons sécuritaires surtout, même s'il y avait des questions politiques qui avaient suscité d'énormes manifestations avant que les militaires ne décident d'entrer en jeu. La question politique, la question sécuritaire plutôt, était la principale évoquée par les militaires qui ont pris le pouvoir en 2020 et qui sont toujours au pouvoir, à l'exception de Bandao qui les avait placés en tant que président de la transition et que le colonel Assimi Goïta a renversé en mai 2021. Alors, que retenir de cette transition 4 ans après? Je commence par vous, Adam Adrano. Surtout, en termes de bilan, quelle avancée le Mali a-t-il à son actif aujourd'hui? Vous savez, les militaires, après ce coup d'État-là, étaient mis en triomphe, justement compte tenu des questions évidentes qui écumaient aussi bien l'environnement malien, surtout sur la question sécuritaire dont vous avez fait allusion tantôt. C'est vrai, le premier coup d'État dont ils avaient été également mis en triomphe était vu comme l'un des rares, puisque je pense que l'Afrique de l'Ouest venait à renouer fondamentalement avec le coup d'État, dû donc à ce premier coup d'État. Après, s'en suivront d'autres. Mais également, il y a d'autres facteurs exogènes qui ont permis à ces militaires-là de pouvoir faire le second coup d'État. Justement, la question du Tchad était évocateur, qui a permis ou qui a suscité l'élan de ce deuxième coup d'État-là, parce que expliqué par le fait que le président Goïta ne s'entendait pas, il y avait véritablement dans des mésententes entre lui et Bandao, qui a conduit donc à ce deuxième coup d'État là pour prendre l'arsenal donc sécuritaire pratiquement en main. Et cette démêlée là, vous constaterez évidemment que c'était lié sur la question de la France. Et on a vu le fait que Bandao n'était pas totalement réservé ou n'avait pas fondamentalement envisagé de couper carrément le pont avec la France comme le voulait Assimi Goïta. Donc sur cet élan, après 4 ans où la population, l'opinion s'attendait donc à l'organisation des élections, je pense que le Mali ou le Malien aujourd'hui a une fierté de pouvoir retrouver pratiquement cette souveraineté territoriale. Alors, parlons de l'aspect sécuritaire. Que retenir de 4 ans de transition, ce que dit, surtout géré par les militaires? Les militaires. D'abord, nous parlons de la souveraineté territoriale retrouvée. Parce que vous savez, l'épine dorsale de ces coups d'État, c'était la question sécuritaire. Et vous savez, la question de l'occupation de Gao, même si aujourd'hui, il y a des incursions qui permettent de mettre en difficulté certaines positions. Il y en a eu encore, il n'y a pas quelques jours après, dans cette localité. De toutes les façons, l'État contrôle la totalité du territoire. La totalité. La totalité du territoire. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. L'État malien contrôle la totalité de son territoire. Et je le dis, puisque si vous savez, je sais à quoi vous voulez en venir, parce qu'aujourd'hui, que ce soit le Mali ou partout ailleurs, ces incursions liées donc au groupe terroriste qui continuent pas à sévir, il n'y a pas que le Mali. C'est une question. Aujourd'hui, le Mali peut également se mettre sur la même diapason que les autres pays, parce qu'il n'y a aucun nœud de terroristes qui soit aujourd'hui le territoire du Mali dont égorgeant les terroristes à une localité donnée. Ils sont dispersés de part et de ça. Vous avez dit quelque part que le Mali contrôle la totalité de ses frontières. D'abord, c'est ce qui était le souhait de tous les Maliens entre-temps lorsque les militaires étaient venus, puisque sur la table, la première question qui était posée sur la table, c'était la question sécuritaire. Je pense que sur cet aspect, on peut se magnifier de dire que les militaires ont reçu.
Ils ont réussi également sur la même lancée, parlant donc de cette question sécuritaire, à diversifier. Avant de me permettre de continuer, parlant du contrôle du territoire malien, de sa totalité, êtes-vous sûr que le Mali, l'État malien ou les militaires contrôlent l'ensemble du territoire malien? Parce qu'il y a toujours des poches de résistance ou des batailles qui sont toujours en cours. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, lorsque nous prenons les frontières, les batailles, il y a toujours des résistances. Et ça, c'est une évidence. Il y a des résistances, mais lorsqu'on dit un pays où l'État contrôle la totalité de son territoire, c'est qu'il n'y a pas de poche où aujourd'hui vous allez dire telle localité où pratiquement il y a des terroristes qui ont tissé des nids, il n'y en a plus. Ils sont dispersés de part et d'autre, comme partout d'ailleurs. Donc c'est en cela que je dis, le Mali aujourd'hui contrôle la totalité de son territoire. Donc ça, c'est un premier acte acquis. Et surtout le second, c'est justement le fait qu'il a pu diversifier ces partenariats, lui permettant réellement d'acquérir du matériel qui lui permet aujourd'hui d'assurer plus ou moins, même si je suis d'accord que la question sécuritaire reste une question mitigée d'un point de vue du fait qu'il y a également des attaques qui permettent également d'enrichir un lourd bilan côté armée régulière. De toute évidence, on a l'arsenal qu'il faut pour combattre ou pour aller en guerre. Donc, on n'a plus peur. La peur, puis entre-temps également, n'oubliez pas, il y a un chef d'État, général dont j'oublie le nom, qui a dit clairement sur les ondes que voilà, lui, il a une armée faible. Justement, lorsqu'on parle d'une faiblesse de l'armée aujourd'hui, vous avez vu, il y a des sondages qui permettent de dire aujourd'hui que le Mali fait partie de la première ou l'une des premières armées lorsque nous prenons l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il serait en 3e position, après justement la Côte d'Ivoire et un autre pays dont j'oublie. Donc ça voudrait dire quelque part que, lié donc à ce coup d'État, le Mali est parti du point 1 à un point exponentiel où il peut aujourd'hui revendiquer une puissance et justement attendre, quel que soit les forces de mal qui essaieront donc d'inquiéter cette souveraineté ou d'inquiéter l'indépendance entre guillemets du Mali, ils seront donc combattus parce qu'on a le matériel qu'il faut. Et justement, le Mali a également, sur cette question sécuritaire, arrivé à imposer une respectabilité. Puisque avant, lié donc à cette question sécuritaire, vous pouvez dire des choses aujourd'hui, les gens qui se disent, voilà, au lieu des accords d'Alger, les groupes armés, qui sont imbriqués avec les terroristes, vous diront que voilà ce que l'État central a dit, nous nous opposons et nous disons tel. Aujourd'hui, aucune force, quel qu'il soit, ne peut encore prononcer ce mot. Lorsque le pouvoir central prend une décision, cette décision-là, elle est respectée à la lettre, même si j'assure qu'il y a de ces groupes-là qui font des institutions régulières. De toute évidence, nous savons que le Mali est arrivé à un point où il a pu imposer cette respectabilité parce qu'il y a cette souveraineté sécuritaire qui est retrouvée, et le Mali est arrivé également à faire imposer pratiquement ses vœux au-dessus de tout. Aujourd'hui, on ne peut plus dicter au Mali ce que le Mali veut. Le Mali est en avant-garde de ce qu'elle veut. C'est elle qui dicte, c'est le Mali qui dicte ce qu'il veut avant que ceux qui veulent apporter naturellement leur apport puis donc s'en suivent. Donc sur le plan sécuritaire, voilà les 3 aspects qu'on peut retenir et qui à mettre à l'actif des militaires au pouvoir, ce qu'on n'avait pas vu, même avec les présidents qui ont été élus régulièrement. 3 présidents passés, on n'en avait pas eu. Alors, sur le plan sécuritaire, c'est un sans faute pour Assimi Goïta et ses hommes en 4. Ça, c'est un sans faute, sans faute, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure pour d'autres aspects de ce bilan de 4 ans de gestion de la transition. Gabin Adjao, que retenir de 4 ans de gestion de la transition au Mali? À compter d'août 2020, les militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui finalement est décédé, il faut le souligner entre parenthèses. Les militaires là sont au pouvoir depuis août 2020, même si entre eux, il y a eu un deuxième coup d'État qui a permis de renverser Bandao et le colonel Assimi Goïta a donc pris le pouvoir. 4 ans de transition, que retient-on surtout premièrement au plan sécuritaire, puisque c'était la principale raison avec laquelle ils ont expliqué leur coup d'État d'août 2020 et de celui qui suivra par rapport aux orientations que prenait la gouvernance de Bandao. Oui, 4 ans de transition, 4 ans de lutte acharnée, 4 ans de guerre, on peut dire. Parce que Assimi Goïta a récupéré le pays des mains de Bandao. Bandao, c'est vrai que c'était Assimi Goïta qui avait perpétré le coup d'État contre Ibeka, mais il a jugé bon de remettre
le pouvoir quand même à un aîné qui était Bandao pour pouvoir conduire la transition. Mais malheureusement, Bandao s'est retrouvé dans un engrenage où lui-même ne maîtrisait pratiquement rien et il voulait s'allier pratiquement à la France et autres là. Donc du coup, Assimi Goïta a jugé bon, avec les manifestations populaires, d'entendre la voix du peuple puis de renverser Bandao. Et depuis lors, Assimi Goïta est arrivé à la tête du pouvoir. Il a retrouvé les réalités dans lesquelles était empêtré le Mali par rapport à la lutte antiterroriste et des sécessionnistes. Parce que quand Assimi Goïta était arrivé, ce qu'il reprochait au gouvernement civil en place, la mise à disposition des moyens et autres là, c'était tellement compliqué. Ça veut dire que l'armée malienne n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir combattre les terroristes et tout. Donc, il fallait se réorganiser sur tous les plans, se réarmer, s'équiper des drones, s'équiper des hélicoptères militaires et tout, des avions militaires et tout ça, réorganiser pratiquement les troupes sur le territoire, faire des entraînements pour que les troupes soient beaucoup plus aguerries et tout. Donc, Assimi Goïta a eu à faire un travail énorme par rapport à la lutte antiterroriste. Vous savez que il y avait entre-temps quand même des forces militaires étrangères sur le territoire, le MINUSMA, la force Barkhane et autres y étaient, et même les soldats maliens n'avaient pas la possibilité d'aller dans certaines zones du Mali. Et il fallait avoir l'autorisation de la force Barkhane et autres là pour pouvoir se rendre dans certaines zones. Et face au refus catégorique la plupart du temps de la force Barkhane de permettre aux forces militaires d'aller dans ce genre de zone, le Mali a décidé de mettre fin au contrat qu'il est lié à la force Barkhane et au MINUSMA et tout ça. Donc, eux, ils sont repartis. Les Maliens ont décidé de prendre la lutte en main, de diversifier leurs partenariats, d'aller vers d'autres partenaires qui pourront les aider à arriver à bout de ces terroristes-là et tout. Donc, aujourd'hui, quand nous prenons la situation dans laquelle était le Mali avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, on peut dire que c'est nettement meilleur. C'est nettement meilleur par rapport à la lutte antiterroriste. Parce qu'aujourd'hui, qui pouvait imaginer que le Mali allait prendre même Kidal? Personne. Personne. Et c'était une surprise pour certaines personnes ou bien pour beaucoup de personnes qui disent que le Mali, les soldats maliens ont pris Kidal. Et en tout cas, on voyait cela venir avec la montée en puissance de l'armée malienne, mais peut-être la vitesse à laquelle ils ont reconquis la région, peut-être. Il faut noter aussi qu'il n'y a pas eu de combat, donc c'était surtout ça la surprise. Oui, il n'y a pas eu de combat parce que la stratégie a été bien ficelée. Assimi Goïta est un pur stratège et on aurait pu le constater quand il a eu organisé le référendum. C'était pour tâter le terrain, pour voir dans quelles conditions il peut organiser des élections. Et il a vu que ce n'était pas possible d'organiser des élections dans de telles conditions. Et il a réorganisé l'armée, il a réorganisé les troupes. Les gens qui étaient en toute liberté dans le Kidal, pensant que plus rien ne pouvait leur arriver parce que pour eux, c'était un terrain acquis, ils ont été surpris par l'armée malienne qui ne leur a opposé aucune bataille, mais eux-mêmes se sont retirés. Donc, sur les 4 ans, pour la lutte antiterroriste et sécessionniste, on peut dire que le Mali a fait un grand pas et aujourd'hui, même si on arrive à récupérer 80-90% du territoire malien, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 2 ans, parce que les forces Barkhane, les forces étrangères étaient parties, ça fait pratiquement 2 ans et tout. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ont eu à faire un travail de fond sur le terrain. Les Maliens se sont dit que, cette lutte-là, ça nous appartient. Si on doit lutter pour arriver à obtenir la liberté, la souveraineté, la totalité de notre territoire, alors ça doit dépendre de nous. Et ils se sont pris en main pour le faire. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que sur les 4 ans, Assimi Goïta a pris quand même 2 ans pour se réorganiser, équiper l'armée, s'entraîner. Et les 2 ans autres, il a eu à changer de stratégie. Avant, ils étaient sur la défensive. Actuellement, ils sont à l'offensive. À chaque moment, ce sont eux qui attaquent. Ça veut dire qu'ils ont les moyens pour pouvoir détecter la situation géographique des ennemis pour aller les contrecarrer. Donc, le fait qu'ils ont changé de stratégie, ça aussi, ça a empêché un peu l'ennemi
de pouvoir être aguerris, de pouvoir les contrecarrer. Donc aujourd'hui, que ce soit au niveau des frontières avec la Mauritanie et tout, avant le Mali ne faisait pas ça, aller jusqu'au-delà des frontières pour repousser les terroristes dans leur contrée, frontières algéro-maliennes et tout. Donc c'est une lutte que Assimi Goïta est en train de mener, mais on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est arrivé quand même à 90% des résultats qu'il espère avoir, même si la dernière fois, il leur a été opposé un combat farouche dans le nord, mais je pense qu'ils vont revenir beaucoup plus fort et reconquérir la totalité des territoires. Merci beaucoup à vous. Alors, au plan sécuritaire, peut-on dire, comme l'estimait Adam, que c'est un sans faute aussi pour Assimi Goïta, ou il reste encore des choses? Il reste des choses. Si on dit c'est sans faute, ça veut dire que bon, la totalité du territoire est conquis. Et donc pour vous, le Mali ne contrôle pas la totalité de son territoire, comme l'estimait Adam? Il y a encore des poches de conflit. Il y a encore des poches où il y a des terroristes qui ont quand même la même mise, où des terroristes peuvent faire encore des incursions, même s'ils ne sont pas sur le territoire malien. Donc ça veut dire qu'il y a encore des travaux sécuritaires à faire pour que ces gens-là aient même la peur de s'aventurer vers la frontière malienne. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, pour moi, le travail est fait à 90%. À 90%, merci. Alors, au-delà de l'aspect sécuritaire, d'autres défis également restent à relever dans un pays. Ce n'est pas seulement l'aspect sécuritaire qui importe. Alors, que dire des 4 ans de gouvernance au plan diplomatique, surtout qu'on a connu de forts moments de brouille entre le Mali et d'autres puissances européennes, notamment la France, et puis s'en suivant d'autres, le Mali et d'autres pays voisins également, le Mali et la CEDEAO. Que retenir des 4 ans de transition au plan diplomatique? Et aussi, on va profiter de parler des aspects économiques, développement, tout ce que vous voudrez. Je reviens à vous, Adam. Oui, bien évidemment. Vous savez, la question politique ne peut pas être évoquée sans que l'on... la question diplomatique, pardon, ne peut pas être évoquée. La question politique aussi. Ne peut pas être, tout à fait, ne peut pas être évoquée sans que l'on ne parle de la question politique. Et sur la question politique, je pense que le bilan reste assez mitigé, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, le Mali, lorsque vous prenez les aspects politiques, cela reste un défi. La liberté d'expression n'est plus totale, qu'au niveau des partis politiques, où il y a pas mal de restrictions qui se font et défont par moment. Et cela peut s'expliquer par le simple fait que lorsque vous êtes en guerre, comme tente de l'expliquer, et j'ai tendance à pouvoir donc donner raison, en tout cas aux motivations exprimées par les militaires pour expliquer le fait qu'il y avait eu donc des restrictions imposées aux leaders d'opinion et surtout à certains partis politiques. Puisqu'on ne peut pas faire la guerre, puisqu'il faudrait quand même que le pays soit en sécurité pour que l'expression politique puisse réellement donc atteindre l'opinion voulue. Et donc, à son temps, je pense que c'était justifié, mais à partir du moment où on commence par retrouver une certaine souplesse liée au fait que nous avons évoqué la question sécuritaire qui a permis au Mali de retrouver, comme je l'ai dit, la totalité de ses frontières, parce qu'en matière d'évaluation de souveraineté territoriale, il faudrait tout simplement que vous maîtrisez vos frontières territoriales. Je pense que sur cet aspect-là, le Mali maîtrise ses frontières territoriales. C'est en cela que je disais que cette question sécuritaire est résolue, surtout le défi qui était la question de Kidal qui est relevée, puisque c'était le grand défi qui était là. Et donc, revenant donc sur cette question, je disais donc les libertés sont assez restreintes. Vous avez vous-même constaté qu'il y avait des leaders politiques qui ne peuvent plus s'exprimer sur la question politique ou sur la gestion du pays en étant sur les territoires. Beaucoup ont pris la poudre d'escampette, ils sont à l'extérieur du pays. Et sur le plan diplomatique également, à un moment donné, c'était assez violent, la question diplomatique du Mali et d'autres pays. Mais pour la plupart du temps, le Mali avait adopté une position qui, de mon point de vue, était une position moralement donc bien. Pour la simple et bonne raison que le Mali ne s'est jamais lui-même exprimé, en tout cas de lui-même. C'est qu'on le provoque ou on indexe le Mali et le Mali répond. Mais pour la plupart du temps, étant donné qu'on était dans un sphère de coup d'État, on a tendance à dire que voilà, bon, c'est le Mali. En tout cas, c'est la position malienne qui est beaucoup plus exprimée. Et on oublie que c'est l'autre qui a donné le premier pic et le Mali donc répond. Ça a été toujours comme ça. Et donc, je pense que cette position
permet au Mali de pouvoir donc justifier en tout cas ses positions. Et je vous annonce d'ailleurs même que le PNUD, parlant donc de ces aspects-là, a lancé un programme, Je suis le Sahel. Justement, Je suis le Sahel, pour justifier le fait que ces clichés-là ont occulté entre-temps les richesses de ces pays-là. Et le Mali en avant-garde. Et quand je parle de ces questions politiques-là, vraiment, lorsque vous prenez ceux qui lisent l'actualité politique, ils essaient de dire que voilà, le Mali était violent avec des pays, mais ce n'était pas ça. Vous provoquez le Mali répond. Donc, sur le plan diplomatique, ils sont arrivés à créer l'AES et je pense que c'est une initiative à mettre à l'actif d'Assimi Goïta, qui était donc le premier à évoquer la question, et le Niger étant donc ce troisième pays-là qui est venu donc consolider cet aspect-là. C'est vrai que pour la plupart des pays de la CEDEAO ou sinon de la population de la CEDEAO, on aurait bien voulu avoir l'AES au sein de la grande communauté qui est donc la CEDEAO, puisque de toute l'évidence, on peut être dans l'AES sans fondamentalement se retirer de la CEDEAO. Mais bon, pour des motivations qui sont liées sur des questions également lointaines, mais également sur des questions parce que de toutes les façons, lorsque vous n'avez pas aidé à pouvoir donc reconquérir le pays, on se dit que à quoi vous nous serez utile, donc on se retire totalement. Mais n'oubliez pas également que sur cet aspect, je pense que la CEDEAO également a essayé de corriger, la communauté économique de la CEDEAO a essayé de corriger sa posture vis-à-vis de certaines crises que nous connaissons, et la réceptabilité au niveau de certains pays a changé, et c'est justement à mettre à l'actif du Mali. Et que dire rapidement au plan économique? Sur le plan économique, de toutes les façons, également, le bilan est mitigé, et ça c'est une évidence, mais je vous tiens informé que sur le bilan économique, lorsque nous publions les perspectives économiques de la Banque africaine du développement l'année dernière, le Mali a dépassé largement les pays qui n'avaient pas de situation d'instabilité, largement. Et aujourd'hui, je pense que les perspectives économiques de 2024 également l'ont exprimé. Et je pense qu'il y a des motifs qui permettent de dire que ces évaluateurs-là n'étaient pas sincères dans leur évaluation. De 4%. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Alors, je reviens à vous, Gabin Adjaro. Quel bilan faire sur les autres aspects, politique interne, politique externe, et diplomatie, au plan économique et tous les autres aspects que vous voudrez bien aborder? Oui, bon, sur le plan politique interne, je pense que les politiciens maliens, surtout les responsables des partis politiques, n'ont pas su comprendre la situation, que leur pays était dans une situation exceptionnelle et qu'il faut adopter une posture exceptionnelle et comprendre réellement ce dans quoi ils sont avant de pouvoir se prononcer. Mais comme eux, ils voient beaucoup plus les intérêts égoïstes et personnels, ils se disent, bon, Assimi Goïta doit quitter, on doit aller aux élections, alors que quand vous voyez le pays, dans cette posture-là, vous pouvez aller aux élections, ce ne serait pas possible. D'autant plus que, bon, c'était des civils qui avaient géré, mais on avait vu tout ce que ça a eu à occasionner. Donc, du coup, il faut laisser la lassitude quand même à Assimi Goïta de diriger et de voir réellement si, dans les 3 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans qui arrivent, on peut arriver à annihiler totalement les terroristes et puis bon, arriver à organiser des élections crédibles ou dans laquelle bon, il y aurait pas de peur que bon, il y aura terroriste par-ci, terroriste par-là, parce que non, si on organise des élections pendant une période de crise sécuritaire et que bon, 2 jours après il y a des attaques qui commencent, on sera dans un cercle vicieux de perpétuel recommencement où on ne s'en sortira jamais. Donc, c'était aux politiques maliens de comprendre ça. Mais ils n'avaient pas voulu comprendre. Certains se sont exilés et lancent des pics à chaque moment au régime en place et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Vous aurez pu constater que même dans le parti de Choguel Maïga, il y a des scissions. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'il y a des intérêts égoïstes qui prévalaient. Maintenant, sur le plan diplomatique, même sur le plan africain, il faut reconnaître que le Mali a eu à ouvrir les yeux à beaucoup d'Africains. Beaucoup. Parce que il y avait des choses tapées dans l'ombre que beaucoup de personnes ne savaient pas. Mais l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta et le fait de parler directement, de dire les choses tout droit, ça a fait changer les mentalités. Ça a fait découvrir beaucoup de choses aux Africains, même des accords coloniaux et autres là. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dites et les gens se sont mis au courant que bon, voilà, il y a telle chose qui se passait. La déclaration à la tribune des Nations Unies, ça a eu assez d'écho. Et on a eu à citer même certains présidents africains et autres là qui étaient tapis dans l'ombre
pour déstabiliser. Bon, ça on le savait parce que bon, nous sommes en Afrique, il y a eu toujours de ce genre de choses, mais le dire ouvertement comme ça a mis de la puce à l'oreille des gens. Ils se sont rendus compte que véritablement, il y a eu des choses qui se passaient d'une certaine manière. Et Adama a eu à le signaler. La plupart du temps, les gens disent que bon, c'est le Mali qui ne réagit pas bien côté diplomatique et tout. Ils sont un peu trop durs et tout ça. Mais la plupart du temps, on oublie ce que les autres font. Quand vous êtes là, vous êtes dans une lutte, vous êtes en guerre. Et puis à chaque moment, les gens trouvent l'opportunité de vous avilir, de vous vilipender, de dire que bon, vous faites ceci, vous faites cela. Ou bien même on prend des rapports dans l'école, dit que vous tuez vos propres citoyens. Imaginez un peu l'état dans lequel ces gens-là peuvent être. Donc les Maliens, à chaque moment, ils sont dans la réaction côté diplomatique. Ils sont dans la réaction, ils n'attaquent pas, ils sont là, ils font leur truc. Mais quand vous les attaquez, ils sortent, certes, avec les mots durs, mais ils tiennent quand même à restaurer la vérité et à dire ce qui se passe. On ne dit pas que tout se passe bien au Mali, non, puisque dans tous les pays africains, on a des problèmes. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, sur le plan économique, on avait même dit qu'il y avait des arriérés de salaire. Mais il a eu à régler tout ça. Quand il est arrivé, l'économie était au bas de l'échelle. Mais un pays en crise, un pays en difficulté qui arrive à dépasser, selon les institutions de Bretton Woods même, les pays qui sont stables côté sécuritaire, c'est un pays à féliciter. Agriculture, ils ont augmenté, le taux de croissance était pratiquement de 7%, et en 2025, ils se projettent sur 12,1%. Ça veut dire que c'est un pays en totale progression. Et ça aussi, c'est dû à la résilience du peuple malien. C'est un peuple qui s'est dit, voilà, les gens ne nous aident pas, nous-mêmes, on va se cantonner sur nous, on va se concentrer sur notre pays, travailler pour l'avenir du pays. Et la diaspora malienne aussi était là pour le peuple. Ils ont été assez résilients, assez résistants et patriotes pour permettre à ce que le Mali soit à ce niveau-là aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensaient que, bon, après les sanctions de la CEDEAO, des organismes internationaux et tout ça, le Mali allait subir la foudre, les Maliens allaient mourir de faim. Mais bizarrement, on se retrouve à voir que, bon, le Mali aujourd'hui est en avance sur la plupart des pays qui n'ont pas eu à subir cette crise sécuritaire que souffre le Mali depuis belle lurette. Donc, c'est une situation à féliciter. Et on ne peut que leur dire félicitations. Bon, qu'ils continuent de faire leur travail. Adam, vous voulez ajouter quelque chose bien sûr. Vous savez, la position ultra conservatrice, surtout du président Assimi Goïta, qui entre-temps avait permis donc de faire partie. D'abord, c'était Bakan qui était parti. Après, les forces onusiennes s'en suivront, donc d'autres forces également ont été un cliché très important de pouvoir donc libérer le Mali. Et surtout lorsque vous prenez la cartographie des conflits aujourd'hui au niveau africain, il est évident que vous ne verrez plus le Mali comme étant au premier round comme c'était le cas il y a quelques années. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.